Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une transformation assez spectaculaire. Bonjour. Celle de la lutte de l'Australie contre la pédocriminalité, sur une période de 40 ans. On a sur la table toute une série de documents qui tracent cette évolution, des stratégies politiques, des comptes rendus d'opérations de police, des textes de loi. Mais aussi le rôle des associations, qui est crucial. Exactement. Et la mission, en fait, c'est de comprendre comment un pays est passé d'une collection de réponses locales, souvent en réaction à des drames. À une machine nationale coordonnée, proactive et hyper technologique. Voilà. C'est une histoire complexe, alors on va la décortiquer ensemble. Pour commencer, si on regarde les années 80 et 90, on a l'impression que tout est en train de se construire. On pose les premières pierres. Un des documents insiste beaucoup sur un moment clé, 1994. Ah oui. Avec l'adoption d'une loi sur le tourisme sexuel infantile. L'idée est simple. Un citoyen australien n'a pas le droit d'avoir une activité sexuelle avec un mineur de moins de 16 ans, même s'il est à l'autre bout du monde. Et il faut bien mesurer à quel point c'était révolutionnaire pour l'époque, hein. On parle d'une législation pionnière au niveau mondial. Vraiment? Ah oui. La plupart des pays raisonnaient encore en termes de frontières. Le crime a lieu sur notre sol, on poursuit. Il a lieu ailleurs. Ce n'est plus notre problème. Exactement. L'Australie, elle, a dit, peu importe où le crime est commis, si le criminel est l'un de nos citoyens, notre loi s'applique. C'est une extension de la juridiction, de la souveraineté, qui était tout à fait nouvelle. C'est fascinant. Donc le premier grand enseignement qui ressort de cette période, c'est que l'Australie a décidé très tôt que la nationalité d'un criminel était plus importante que la géographie du crime. C'est un changement de paradigme complet. Et on voit dans les documents que cette nouvelle philosophie s'est accompagnée d'outils concrets. On a créé les premières unités de police spécialisées. Oui, c'est la suite logique. Une loi ne sert à rien si personne n'est chargé de l'appliquer. On voit donc apparaître l'équipe de protection de l'enfance au sein de la police fédérale australienne, l'AFP, mais aussi des brigades dédiées au niveau des États. En Nouvelle-Galles du Sud ou à Victoria, par exemple. Voilà. C'est encore un peu fragmenté, chaque État a sa propre structure, mais l'idée fait son chemin. Ce type de crime demande des compétences et des ressources spécifiques. L'infrastructure commence à se dessiner. C'est là que, pour moi, l'histoire bascule. En lisant les documents sur les années 2000, j'ai eu l'impression qu'on passait d'une police qui attendait sur le pas de la porte... À une police qui défonçait la porte. C'est ça, qui défonçait la porte. L'opération Oxin, en 2004, ça semble être le parfait exemple de ce changement radical. C'est exactement ça. Oxin, ça a été un véritable électrochoc national. L'opération ne visait plus des voyageurs, mais des Australiens, chez eux, qui achetaient en ligne du matériel pédocriminel. Donc on change de cible. Complètement. Et pour la première fois, on a utilisé des techniques d'enquête numérique à grande échelle. Et les résultats ont été massifs. Des centaines d'arrestations. Et soudain, le problème n'était plus là-bas, en Asie du Sud-Est, mais ici. Dans le salon du voisin. Voilà. Ça a complètement changé la perception publique et politique du problème. Dans cette nouvelle ère, il y a un nom qui revient constamment dans les notes, presque comme une légende. La Task Force Argos. Ah, Argos? Le mot légendaire pour une unité de police, c'est fort. En lisant les sources, j'ai eu du mal à saisir ce qui les différenciait concrètement des autres. C'était la technologie, la mentalité, ou une sorte de carte blanche qu'on leur avait donnée? C'est un mélange des trois. Argos, une unité de la police du Queensland, née en 1997, a compris avant tout le monde qu'il ne suffisait pas de réagir au signalement. Pour combattre des réseaux qui opèrent en ligne, il faut devenir plus malin qu'eux, sur leur propre terrain. Leur méthode phare, qui leur a valu cette renommée mondiale, c'était ce qu'on pourrait appeler l'infiltration hostile. L'infiltration hostile, c'est-à-dire... Ça sonne très film d'espionnage. Ça n'était presque. Au lieu de simplement créer un faux profil pour observer, ils prenaient le contrôle administratif de forums entiers sur le dark web. Carrément. L'exemple le plus célèbre, c'est le réseau Boy Lovers Club. En devenant secrètement les administrateurs du site, ils avaient un accès total, en temps réel, à tout. À tout. Les messages privés, les IP... Tout. Les messages privés, les adresses IP, les fichiers échangés, les listes de membres. C'était comme être assis dans le bureau du chef du réseau et regarder par-dessus son épaule. Cette seule opération a permis d'identifier des milliers de suspects dans plus de 50 pays. C'est une stratégie de cyberguerre appliquée à la police. Mais prendre le contrôle de plateformes entières comme ça soulève d'énormes questions éthiques et juridiques, non? Bien sûr. Est-ce que les sources nous disent comment ils ont justifié ces méthodes qui flirtent avec la ligne rouge?
C'est une excellente question, et les documents ne sont pas toujours très détaillés là-dessus, probablement pour des raisons de secret défense. Mais ce qui en ressort, c'est qu'ils opéraient dans un cadre légal spécifique, avec des mandats très larges, justifiés par la gravité exceptionnelle des crimes. D'accord. L'idée était que les méthodes traditionnelles étaient totalement inefficaces face à des réseaux anonymes et mondialisés. Ils ont dû innover et la justice a suivi. Leur rôle a été crucial, par exemple, pour fournir les preuves numériques qui ont permis de condamner le délinquant britannique en série, Richard O'Connell. Ah oui, cette affaire. Ils ont prouvé qu'il fallait penser comme les criminels pour les attraper. C'est vertigineux. Il faut s'arrêter une seconde là-dessus. On parle de policiers qui, au quotidien, devaient se faire passer pour des criminels, lire et voir des choses horribles pour démanteler ces réseaux de l'intérieur. La charge psychologique a dû être monumentale. Et cette efficacité a sûrement aussi mis en lumière une vérité dérangeante. Si des unités spécialisées trouvaient autant de choses, qu'est-ce que les autres institutions, elles, rataient ? Exactement. Cette question semble être au cœur de l'étape suivante que décrivent nos documents, la fameuse commission royale. Tout à fait. Le succès d'unités comme Argos a paradoxalement montré les limites du système. Elles étaient des îlots d'excellence dans un océan de défaillances. La commission royale, qui s'est tenue de 2013 à 2017, ça a été un moment de vérité nationale. Pendant des années, elle a examiné non seulement la police, mais aussi les écoles, les églises, les clubs de sport. Toutes les institutions. Ces conclusions ont été un choc terrible, mais nécessaire. Elles ont forcé l'Australie à admettre que le problème était systémique et qu'il fallait une réponse systémique. Et cette réponse, c'est la stratégie nationale pour la décennie 2021-2030 qui découle directement de la Commission. Un plan sur 10 ans, ça sonne très ambitieux. C'est un changement complet de philosophie. On passe des actions coup de poing à un plan à long terme qui implique tous les ministères, pas seulement la justice. Et le symbole de cette nouvelle ère, c'est la création en 2018 de l'ACCE. Le Centre australien de lutte contre l'exploitation des enfants. Voilà. Ce n'est pas juste une nouvelle unité de police, c'est le cerveau de toute l'opération nationale. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça change d'avoir ce cerveau central? Comment ça se traduit sur le terrain pour un enquêteur? Ça change tout. Avant, un policier de Perth, qui enquêtait sur un suspect, pouvait, sans le savoir, travailler sur le même homme qu'un policier de Sydney. Sans jamais que les informations se croisent. Les fameux silos. C'est ça. La CCE est conçue pour briser ces silos. Il abrite sous un même toit ce qu'ils appellent les JAC, des équipes d'enquête conjointes. JAC. Dans un même bureau, vous avez un policier fédéral, des policiers des différents États, et parfois même des agents de liaison du FBI ou d'Europol. L'information circule instantanément. C'est vraiment là que cette idée de coordination devient concrète. D'accord. On passe des grands principes à une structure, des bureaux, des gens qui travaillent ensemble au quotidien. Exactement. Et j'imagine que pour qu'un centre comme ça fonctionne, il faut un cadre légal solide derrière. En parcourant la suite des documents, on voit tout un arsenal de nouvelles lois qui accompagnent cette nouvelle structure. Tout à fait. L'ACCE n'est que la partie visible de l'iceberg. En coulisses, le Parlement a durci le jeu. Les peines sont plus sévères. Le signalement est devenu obligatoire pour de nombreuses professions. Les enseignants, les médecins. Oui, la police a obtenu des pouvoirs accrus pour faire retirer des contenus en ligne. Et on a aussi mis en place des outils très pragmatiques, comme la possibilité d'annuler le passeport d'un délinquant sexuel enregistré pour l'empêcher physiquement de voyager et de récidiver à l'étranger. On voit une approche à 360 degrés. Répression, prévention, technologie et entrave physique. Ce virage vers une police guidée par le renseignement, la prévention, ça ne vient pas de nulle part. Les documents mentionnent l'influence de la recherche universitaire. C'est rare de voir un lien aussi direct entre le monde académique et les pratiques policières. C'est un point crucial de la stratégie australienne. Ils ont compris qu'on ne pouvait pas lutter efficacement contre un phénomène si on ne le comprenait pas en profondeur. Des chercheurs, comme le criminologue Michael Salter, ont eu un impact immense. Comment ça ? Ces travaux ont aidé la police à dépasser le stéréotype du prédateur isolé, du loup solitaire. Il a montré qu'on avait souvent affaire à des communautés en ligne, avec leurs propres codes, leur hiérarchie, leur culture de la justification. Donc, on passe d'une logique de tompier qui éteint des incendies à une logique d'architecte qui essaie de rendre le bâtiment moins inflammable. C'est une excellente analogie. C'est exactement ça. Au lieu de se contenter d'arrêter un individu après qu'il a commis un crime, la stratégie est de cartographier et de comprendre le réseau auquel il appartient pour le démanteler, et ainsi prévenir des centaines, voire des milliers de crimes futurs. Cette recherche nourrit directement la formation des policiers et les stratégies d'infiltration. On ne cible plus seulement les criminels, on cible l'écosystème criminel. Voilà.
Mais la police et les chercheurs ne peuvent pas tout faire, surtout quand il s'agit d'accompagner les victimes ou de faire de la prévention dans les écoles. C'est là que les ONG entrent en jeu, si je comprends bien le tableau d'ensemble. Elles sont absolument centrales. La stratégie nationale les décrit comme un pilier fondamental, à égalité avec la police. Le gouvernement admet, noir sur blanc, qu'il ne peut pas y arriver seul. Une ONG comme Bravehearts, par exemple, a développé des programmes d'éducation préventive pour les enfants dans les écoles. Un travail que la police n'a ni le temps ni les compétences pour faire. D'accord. Une autre, la Blue Note Foundation, offre un soutien psychologique de longue durée aux survivants adultes, ce qui est bien au-delà du mandat des forces de l'ordre. Elle comble tous les vides que le système étatique laisse forcément. Ce qui est fascinant, c'est qu'elles ne se contentent pas d'un rôle de soutien passif. Les documents montrent qu'elles sont de véritables moteurs d'innovation. Absolument. Elles sont souvent plus agiles que les lourdes administrations. Elles développent des applications de télésanté pour atteindre les victimes dans les zones rurales isolées. C'est vrai. Elles créent des jeux vidéo pour apprendre aux enfants les règles de la sécurité en ligne de manière ludique. Certaines collaborent même directement avec les entreprises technologiques pour améliorer les algorithmes de détection automatique de contenu illicite. Elles font partie intégrante de l'arsenal, en fait. Complètement. De l'arsenal technologique et humain de la réponse australienne. Alors, si on prend un peu de recul, après avoir exploré tous ces documents, le tableau qui se dessine est assez clair. On part dans les années 80-90 de bases juridiques pionnières, mais d'une action un peu dispersée. On entre dans les années 2000 dans l'ère des opérations commando en ligne avec des unités de choc comme Argos. C'est ça. C'est une synthèse parfaite. Le parcours est impressionnant. On passe d'unités de police isolées qui réagissent au cas par cas à un écosystème très complexe et hautement coordonné. Un écosystème où policiers, chercheurs, ONG, législateurs et partenaires internationaux collaborent. Bien sûr, le défi reste immense. Immense, car en face, les criminels s'adaptent et la technologie évolue à une vitesse folle. La nature sans frontières d'Internet fait que la lutte n'est jamais vraiment gagnée. On a donc vu cette transformation stratégique sur plusieurs décennies, une évolution remarquable, façonnée par la loi, la technologie et une douloureuse prise de conscience nationale face à un crime particulièrement odieux. Et tout ça nous amène à une question un peu vertigineuse pour l'avenir. Oui. Les documents décrivent un investissement massif en argent, en technologie, en renseignement, pour arriver au niveau actuel. Mais si on se projette, avec l'évolution constante du cryptage, l'arrivée d'intelligences artificielles qui peuvent être détournées, et l'émergence des métaverses et des réalités virtuelles, la vraie question est comment cet écosystème si chèrement construit, avec la police, les chercheurs et les ONG, va-t-il devoir se transformer une nouvelle fois dans les 10 prochaines années, non plus pour rattraper son retard, mais simplement pour ne pas être dépassé ?